C'est avec un très grand plaisir, Kazuto Suzuki, que nous vous accueillons à Paris dans ce cycle des enjeux stratégiques de Paris 1. Je rappellerai brièvement quel est votre parcours. Aujourd'hui, vous êtes un des experts du panel qui, sous l'autorité du Conseil de sécurité de l'ONU, est en charge de la vérification de l'application des sanctions, le comité des sanctions des Nations Unies. Mais vous avez eu une très longue carrière et brillante carrière universitaire qui vous a amené de l'université de Tsukuba, l'université d'Hokkaido. Vous avez été aussi à Princeton. Et pour ceux qui ont suivi votre parcours, ils connaissent les sujets dans lesquels vous êtes particulièrement impliqués dans des domaines qui concernent l'espace, la problématique nucléaire, les aspects des politiques technologiques, du contre-terrorisme, et vous êtes même intéressé à la politique de régulation au sein de l'Union européenne, ce qui montre la variété de vos sujets d'intérêt, même si on voit bien quand même qu'ils sont axés par les problématiques qui concernent cette chaire, notamment la problématique nucléaire, la problématique de la prolifération. Et je remercie aussi Bernard Hourcade d'être là, grand spécialiste français de l'Iran, membre émérite du CNRS. Au départ, une formation de géographe, je le dis pour les étudiants qui participent aux travaux de la chaire. Certains d'entre eux viennent de l'UFR d'histoire aux sciences politiques, mais aussi d'autres viennent de l'UFR de géographie, qui est parisien et particulièrement bien représenté dans le domaine des problèmes de la géostratégie et qui montre combien la géographie est une discipline, je dirais, qui est redevenue à la mode, mais elle est surtout une discipline fondamentale dans... Je fais un peu mais je pense que c'est aussi utile pour les étudiants qui participent à ce travail, qu'elle est une discipline de base essentielle à la réflexion. Alors vous aussi, vous avez une carrière évidemment universitaire et de chercheur très brillant. Vous avez été à Paris 3, vous avez donné des cours à l'Institut des études politiques de Paris, mais vous êtes... J'oublie aussi l'université de Pau, je crois que vous avez commencé. Mais vous avez une carrière qui a surtout été orientée vers l'étude du monde iranien, ce qui explique aussi votre participation à des enseignements à l'INALCO. Avec de nombreux ouvrages, je citerai que les derniers, l'Iran au XXe siècle, qui est paru chez Fayard, Géopolitique de l'Iran, qui est paru chez Collin. Et puis l'Iran, Nouvelle identité d'une république, qui est un ouvrage plus ancien, qui est paru aussi chez Belin. Et puis vous êtes à l'origine d'un site web qui est consacré à l'Iran et qui s'appelle Iran Carto. Alors, je rappelle brièvement, mais je sais que beaucoup d'entre vous sont familiers maintenant de ce cycle de conférences, quels sont les principes. On va donner la parole pendant 45 minutes, 1 heure à M. Kazuto Suzuki pour développer sa thématique, faire son exposé. Ensuite, on le livrera aux questions de Bernard Hourcade, à la critique, aux commentaires, au développement. Et puis ensuite, Isabelle discutera de ce sujet et essaiera d'animer avec moi le reste de la séance, qui implique notamment de faire participer le public. Monsieur Kazuto Suzuki, je vous laisse la parole. Je vous remercie encore beaucoup d'être là ce soir avec nous. Bonjour. I think I need just only one. Merci beaucoup pour l'invitation, pour cette un séminaire très privilégié. Je suis désolé pour ne pas mieux anglais et peut-être japonais. Mais c'est plus facile pour moi de parler en anglais. Alors, so thank you very much. Encore une fois, merci pour cette invitation. Merci
pour ces aimables propos d'introduction. Je m'appelle donc Kazuto Suzuki et je suis membre du panel d'experts sur la surveillance des sanctions à l'encontre de l'Iran sous l'égide du Conseil de sécurité des Nations Unies. À l'origine, je suis expert des questions de politique spatiale. C'était d'ailleurs la thèse de mon doctorat, les politiques spatiales européennes. Et donc, je connais un petit peu également la situation en Europe. Mais par ailleurs, j'ai travaillé dans la commission d'enquête sur l'accident de Fukushima. Au Japon, donc, en qualité de politologue, j'ai étudié les questions de sciences et technologies, donc les questions nucléaires, les questions de l'espace font partie de mes domaines de recherche. Et j'ai été amené également à travailler avec Isabelle Sébastien sur les questions donc de politique spatiale. Mais puisque maintenant je suis attaché au panel d'experts sur l'Iran des Nations Unies, Monsieur Zerif actuellement est à Bruxelles au moment où je vous parle et cette visite sera décisive puisqu'elle marque un tournant dans les négociations sur la nucléarisation de l'Iran et donc il paraît opportun de parler de cette question plutôt que de l'espace, encore que ces autres questions relatives justement aux politiques spatiales, je me ferai également un plaisir d'en parler à une autre occasion, mais là, concentrons-nous donc sur les questions nucléaires et de non-prolifération ou de prolifération au Moyen-Orient, et notamment vu du point de vue de l'Iran, et puis la question des sanctions à l'encontre de l'Iran. Il faut savoir que l'Iran jouit d'une certaine influence, une sphère d'influence dans la région, et deux mots sur l'état d'avancement des négociations. Même si j'appartiens en quelque sorte à la sphère publique, je n'ai pas plus d'informations que vous-même, puisque la négociation se mène, disons, à huis clos, et nous, membres du panel, ne sommes pas plus informés du secret des délibérations et des négociations que le reste du public. Alors, quelques mots de contexte historique quand même, c'est important de le souligner. Deux mots rapidement sur le pourquoi de la chose, le pourquoi et le comment de la problématique iranienne sur la scène internationale. À l'origine, le début de la nucléarisation iranienne commence dans les années 50 avec l'aide des États-Unis. Donc il est quand même ironique de constater que ce sont les États-Unis qui, aujourd'hui, craignent le plus le renforcement de la capacité nucléaire iranienne. Mais enfin, à l'origine, c'était bien les États-Unis qui ont apporté le conseil technique et le soutien à l'Iran sur les questions nucléaires. Alors le contexte, évidemment, c'était celui de l'administration Eisenhower, ce qu'on appelait son Atoms for Peace, les atomes pour la paix. L'idée était de se servir de l'énergie atomique à des fins pacifiques, mais bien entendu pas à des fins militaires. C'était en tout cas l'origine de toute cette initiative américaine. Et dans les années 50, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu en Iran la nationalisation de la compagnie pétrolière anglo-perse, enfin anglo-persian, qui était à l'origine une compagnie pétrolière britannique qui exploitait le pétrole iranien. Mais le Mossadegh, qui était le premier ministre nationaliste de l'Iran, est celui qui a présidé à la nationalisation de cette compagnie pétrolière, mais il a été renversé par un coup d'État en 1953. Alors, à cette date-là, les États-Unis et les pays occidentaux souhaitaient maintenir en place le régime pahlavi, c'est-à-dire le régime du Shah d'Iran, parce que celui-ci était pro-occidental, donc c'était l'idée d'avoir un véritable dictateur, disons, avec des positions pro-occidentales. Et pendant les négociations donc, avec M. Zeris, le ministre des Affaires étrangères, ou M. Saïli, qui est le directeur de l'Organisation d'énergie atomique iranienne, bon,
ces gens-là, évidemment, enfin pas évidemment, mais ces gens ont étudié les questions nucléaires aux États-Unis, enfin pas simplement les questions nucléaires d'ailleurs. Et l'Iran a signé et ratifié le traité de non-prolifération qui, comme vous le savez, empêche au pays donc d'avoir recours, ou en tout cas de développer la technologie nucléaire. Donc vous n'avez que 5 pays officiellement, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine et la Russie, qui détiennent l'arme atomique, c'est-à-dire la capacité nucléaire militaire. Le reste du monde n'est pas censé, en tout cas, disposer de cette capacité. Or, l'Iran, donc, était l'un de ces pays signataires du traité de non-prolifération. Et à ce titre, donc, l'Iran est un État partie de la Convention. Mais Israël, l'Inde, le Pakistan ne sont pas membres de ce traité, enfin ne sont pas signataires de ce traité, et l'Inde et le Pakistan ont ouvertement annoncé qu'ils disposaient de l'arme nucléaire, alors que Israël, voilà, c'est un secret de polichinelle, mais enfin, Israël, bien entendu, a l'arme nucléaire. En tout cas, c'est ce que tout le monde dit ou tout le monde sait. Mais le reste du monde, et notamment le Japon, ne dispose pas de l'arme nucléaire. Autrement dit, l'énergie nucléaire est utilisée à des fins civiles, mais non pas militaires. Alors, l'Iran, étant signataire de l'accord global de sauvegarde, c'est-à-dire qu'il accepte les inspections menées par l'AIEA, destiné à améliorer la transparence en la matière, enfin, pour prouver que l'Iran n'a pas l'intention d'acquérir la capacité militaire, cette question, justement, commence à poser problème. L'Iran a commencé à construire le seul réacteur nucléaire qui se trouve à Boucher. Cette centrale nucléaire sa construction a commencé en 1975. C'était une société allemande, d'ailleurs, qui avait commencé la construction. Mais là, c'était avant la révolution islamique. Donc, à l'issue de cette révolution, la société allemande a quitté l'Iran et c'est la Russie qui a pris le relais en 1985. Et les combustibles nucléaires sont produits donc par la Russie, et le combustible irradié, lui, est justement rapatrié en Russie. Alors, quelle que soit l'issue de l'évolution nucléaire, l'Iran n'a pas besoin de produire des combustibles, et le combustible irradié n'est pas non plus destiné, enfin en tout cas n'a pas à être utilisé à des fins militaires, dans la mesure où il est rapatrié en Russie. Alors, en 79, il y a eu la révolution islamique, l'Iran a été renversé, république islamique, on ne va pas parler d'État islamique, puisque évidemment État islamique a une autre connotation aujourd'hui. Donc la République islamique d'Iran, avec tout ce que cela implique. Mais enfin, ce qu'il faut surtout se rappeler, c'est que l'Iran n'a jamais dénoncé le traité de non-prolifération, alors que la Corée du Nord, par exemple, qui est l'objet de sanctions ciblées des Nations Unies également, l'Iran du Nord a annoncé qu'il dénonçait ce traité en 2002, alors que l'Iran ne l'a jamais fait. Donc là, il y a quand même un engagement, en tout cas officiellement, de la part de l'Iran à la non-prolifération. Alors, de 1980 à 88, il y a eu la guerre Irak-Iran. Là, l'Irak a utilisé des armes chimiques contre l'Iran. De l'autre côté, l'Iran n'a pas pris de mesures offensives de représailles, n'a pas utilisé d'armes de destruction massive, et notamment pas d'armes biologiques, atomiques ou chimiques dans sa guerre contre l'Irak. Donc là, c'était une autre preuve de l'engagement iranien, à savoir de ne pas
produire, ne pas développer des armes de destruction massive. Ça, c'est pour vous. J'énonce les faits. Hein, je ne suis pas en train de construire un argument. Je n'essaye pas. Je ne suis pas en train de vous convaincre que l'Iran n'a pas l'intention de s'armer nucléairement. Mais enfin, ces faits sont là. Alors, donc, c'est à l'appui de ces faits que l'Iran affirme ne pas avoir l'intention de se nucléariser militairement. Alors, en 1980, l'opération Oprah, bon, c'était la date à laquelle Israël avait attaqué la centrale nucléaire en Irak sans annoncer, enfin, sans prévenir personne. Et à propos, cette centrale avait été construite par une société française. Et là, on pensait que l'Irak était en train de développer l'arme nucléaire, donc une arme nucléaire, même si l'Irak s'en est défendu. Alors, c'est dans le courant des années 80 que les choses ont changé, puisque l'AQCAM, AQ Khan, qui était un citoyen pakistanais qui travaillait en Europe et qui a fourni aux autorités pakistanaises l'information pour produire donc des armes, de l'enrichissement nucléaire à des fins militaires, pas simplement au Pakistan d'ailleurs, mais également à l'Iran et à la Libye. Et donc c'est ce monsieur Khan qui était à l'origine de la prolifération de la technologie nucléaire militaire à ce jour. Or, l'Iran était en contact avec ce monsieur AQ Khan et a acquis donc la capacité d'enrichissement nucléaire. Alors, l'enrichissement, ça sert à quoi? L'enrichissement, que je vous explique, la source de l'arme nucléaire, c'est de l'uranium 235. Il vous faut cette matière n'existe pas dans la nature. Il faut enrichir l'uranium pour lui donner la qualité disons militaire. Et donc, on peut trouver et utiliser de l'uranium moins non enrichi dans des réacteurs pour faire de l'énergie. Alors, c'est de l'uranium qui est concentré à moins de 5%, mais pour en faire des armes nucléaires, il faut une concentration de 90%. Donc, la technologie d'enrichissement était fondamentale pour produire de l'uranium destiné à Elle a apporté AQ Khan. Et en 2002, un dissident iranien a révélé les sites secrets d'enrichissement et des réacteurs à l'eau lourde à Arak. Alors, ce réacteur à l'eau lourde, contrairement aux autres réacteurs à l'eau lourde, peuvent produire du plutonium. Le plutonium étant destiné à fabriquer un autre type de bombe nucléaire. Donc, entre ce groupe, dissident Natanz, entre la centrale d'enrichissement de Natanz et le réacteur à eau lourde d'Arak, s'est posé justement la question de l'armement nucléaire iranien et donc le début des sanctions. Alors, il y a eu entre 2003 et 2006 trois pays européens, l'UE3, donc la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui ont commencé à négocier avec l'Iran pour essayer de convaincre l'Iran d'accepter d'autres inspections de l'AIEA au-delà de l'accord global, dans le cadre de ce qu'on appelle le protocole additionnel. Et c'est là que, l'Iran, certes, a signé ce protocole additionnel en 2003, mais pour autant, l'Iran n'a pas respecté les dispositions de cet accord, de ce protocole, donc a empêché l'AIEA de mener d'autres inspections. Et alors, c'était là pendant la guerre du Golfe, et les États-Unis s'inquiétaient beaucoup de ce qu'on appelait l'axe du mal, à savoir l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Et donc ces trois pays, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, pendant cette période, ont amené l'Irak à renoncer volontairement à l'enrichissement
Mais pour autant, cette annonce a été rejetée par l'administration Bush. Donc c'était un peu l'heure de vérité, hein, peut-être une occasion manquée dans l'histoire, un tournant dans l'histoire de l'activité nucléaire iranienne. Depuis cette date, les négociations à plusieurs reprises sont tombées dans l'impasse disons, des soupçons pesaient sur l'Iran quant à ses ambitions nucléaires. Et à partir de 2006, le président iranien Ahmadinejad, qui est encore d'ailleurs associé à la garde révolutionnaire iranienne, enfin, il faut savoir que le corps de la garde républicaine, de la garde révolutionnaire iranienne, qui se distingue des forces armées, mais qui dispose d'une influence extrêmement importante, aussi bien sur le plan militaire que politique, économique, dans la vie de l'Iran. Et on pense que c'est justement la garde révolutionnaire qui est finalement aux manettes de la nucléarisation, enfin du renforcement militaire nucléaire de l'Iran. Et Ahmadinejad venait donc de cette formation. Et les soupçons ont pesé d'autant plus sur l'Iran donc pendant cette période de 2003 à 2006. Alors dans ce contexte, évidemment, les Nations Unies ont adopté plusieurs résolutions. La première, la résolution 1737, qui a établi donc le comité des sanctions, qui vise notamment les activités d'enrichissement et de retraitement des matières nucléaires. Donc là, on s'intéresse uniquement aux activités nucléaires de l'Iran qui sont visées par ces sanctions. Et d'ailleurs, ce même comité des sanctions a identifié a singularisé certains individus pour les empêcher de voyager et pour bloquer. Une deuxième résolution, celle qui a interdit les exportations d'armes de toute nature venant de l'Iran, et dans l'autre sens aussi, mais ça c'est une autre question, mais l'idée c'était de réduire l'influence du corps de garde révolutionnaire islamique, l'IRGC, puisque celui-ci était au cœur de l'activité économique du pays. Donc là, l'objectif de cette interdiction du commerce des armes était d'empêcher la garde révolutionnaire de prendre trop d'importance. Et puis en 2008, la résolution 1803 renforce les résolutions existantes. Et puis en 2010 a été créé à travers la résolution 1929, ce panel d'experts auquel je suis attaché. Cette même résolution interdit l'importation, ou plutôt l'exportation d'armes nucléaires vers l'Iran, d'armes lourdes, et renforce le système de lancement d'armes nucléaires. Donc c'est la technologie des missiles, la technologie nucléaire et l'embargo sur les armements. Ça, c'était au niveau des Nations Unies. Mais certains pays, et tout particulièrement l'Union européenne et les États-Unis, ont ajouté à titre unilatéral d'autres sanctions. L'Union européenne en particulier a un système extrêmement ferme et très efficace à l'encontre de l'Iran. Alors vous avez un certain nombre de décisions du Conseil européen qui visent à mettre en application justement donc ces sanctions autour de l'embargo des armements. Également les objets à double utilisation, c'est-à-dire les objets qui peuvent être utilisés notamment à des fins de développement de missiles ou d'utilisation nucléaire. Et donc, justement, dans mes attributions, revient justement d'étudier le rôle des transducteurs ou des convertisseurs de fréquences pour savoir si ce type d'appareillage peut être destiné
à des utilisations nucléaires. Et donc, si effectivement ces armes, ces objets ou ces articles peuvent avoir cette utilisation mixte, eh bien, ils tombent sous le coup de la résolution des Nations Unies et notamment de la Charte des Nations Unies qui est contraignante pour tous les États membres des Nations Unies, dont l'Iran, bien sûr, fait partie. Mais enfin, les sanctions de l'Union européenne vont bien au-delà de ces questions de double usage ou d'embargo, puisque, en particulier, les navires destinés à l'Iran ne peuvent pas souscrire d'assurance. L'embargo pétrolier concernant l'importation de pétrole en provenance de l'Iran, enfin, chez les pays européens, ça c'est une deuxième interdiction. Et troisièmement et surtout, le système SWIFT, c'est-à-dire empêcher l'Iran, enfin, rompre le système de transfert SWIFT, le système de virements internationaux par SWIFT. Par exemple, si avec une banque de crédit, une carte de crédit, vous essayez de retirer des sous au Japon alors que vous êtes américain, c'est le système SWIFT qui vous permet de le faire. Or, si vous n'avez pas accès à SWIFT, donc c'est ce que la sanction prévoit, couper l'accès à SWIFT, et bien les transferts financiers ne peuvent pas se faire. Et ça, évidemment, pour n'importe quelle entreprise, ça rend les choses extrêmement compliquées. Hein, si vous voulez avoir des activités commerciales avec l'Iran, si vous achetez par exemple du pétrole iranien, mais vous n'êtes pas en mesure de payer ce pétrole, ou si les Iraniens ne peuvent pas recevoir le versement, ou si vous exportez quelque chose vers l'Iran, en échange, vous ne serez pas payé parce que l'Iran n'a pas accès au réseau, au système SWIFT, puisque le système de transfert interbancaire SWIFT est inopérant en Iran. Alors là, ça complique énormément les choses, mais enfin, il y a cette interdiction. Par exemple, vous avez des commerciaux iraniens qui se baladent avec des valises pleines d'espèces et qui font la navette. Bon, c'est un moyen comme un autre, mais enfin, ça en soi d'ailleurs, c'est également la violation d'autres règles, c'est également interdit. Mais enfin, ça existe également ailleurs. Hein, et il y a des gens qui se servent d'espèces de cartes de crédit bâtardes. Enfin bon, je pourrais vous en dire plus si ça vous intéresse, mais toujours est-il que les sanctions de l'Union européenne sont très complètes et très efficaces. Et évidemment, ces sanctions ont un effet considérable sur l'économie iranienne. D'ailleurs, par boomerang, d'autres économies européennes, japonaises, américaines en souffrent puisque nous ne pouvons pas acheter le pétrole iranien, par exemple. Mais enfin, on peut acheter le pétrole ailleurs. Mais inversement, l'Iran est ainsi isolé, il se trouve dans une situation difficile à cause de cette histoire. Alors d'autres sanctions, celles-ci bilatérales en provenance des États-Unis en 1979, vous le savez peut-être, au moment de la révolution iranienne, il y a eu, enfin, l'ambassade des États-Unis a été prise d'assaut et occupée par les forces armées iraniennes, et puis il y avait plus de 400 otages américains donc qui sont restés détenus en Iran pendant longtemps. Et depuis cette date, évidemment, l'Iran et les États-Unis n'ont pas eu de relations diplomatiques. Enfin, les canaux diplomatiques étaient inopérants. Alors, depuis, il y a eu un certain nombre d'ordres exécutifs, la loi sur les sanctions à l'encontre de l'Iran. Enfin, il y avait un certain nombre un arsenal juridique assez considérable qui a été élaboré aux États-Unis pour imposer des sanctions à l'Iran. Enfin, surtout, ce qui est important, c'est que il y a eu la désignation de certaines banques en 2006, parce que vous avez donc le système de transfert, le système SWIFT, mais à part ça, les transactions internationales sont généralement payées en dollars américains. Hein, si vous allez au Japon, vous pouvez arriver avec des euros et les échanger en yens, mais si vous faites des échanges commerciaux avec le Japon, en général, la monnaie de paiement, c'est le dollar américain. Bon, c'est un petit peu compliqué, un petit peu technique, mais quand on se sert du dollar américain,
au bout du trajet, vous avez toujours la réserve fédérale américaine à New York. Donc s'il y a un transfert de dollars entre la France et le Japon, la banque française va dire à la Fed de mettre l'argent sur son compte, sur le compte qui est sur son compte, le remettre sur le compte du bénéficiaire japonais. Hein. Donc ça se fait, le paiement se fait par le truchement de la réserve fédérale à New York. Hein. Donc quand vous avez des échanges commerciaux en dollars, à part certains en euros, mais enfin bon, l'essentiel des échanges donc en dollars transite par les États-Unis. Et donc, quand ces échanges, ces transactions passent par le territoire américain, c'est là que les États-Unis appliquent leur propre réglementation sur la banque à New York. C'est un petit peu compliqué, mais les États-Unis ont ce pouvoir qui leur est alloué par le fait qu'ils ont la monnaie mondiale. Et c'est une réglementation très efficace. Il y a aussi des sanctions supplémentaires qu'on appelle en anglais CISADA pour empêcher l'échange de devises avec l'Iran. Tout échange de monnaie avec l'Iran est interdit. Des pays tiers, par exemple des établissements bancaires français qui font des affaires avec l'Iran seront poursuivis et punis. Et c'est ce qui s'est passé pour BNP Paribas d'ailleurs. BNP Paribas a été sanctionné et a dû payer une très forte amende aux autorités américaines du fait de cette loi. Les États-Unis mettent en œuvre un arsenal de sanctions extrêmement efficace qui est très différent des sanctions onusiennes, d'une certaine façon. Et c'est aussi un arsenal très complexe parce que d'un côté, on a les executive orders, ces décrets présidentiels qui sont émis par la branche exécutive, c'est-à-dire le président, et puis les statuts, les lois fédérales qui sont émises par le Congrès. Les négociations actuelles sont dans l'ornière du fait que l'Iran est convaincu que le Congrès ne lèvera pas les sanctions. Si M. Kerry dit « bon, d'accord, on s'est mis d'accord, les négociations sont terminées », d'accord, très bien, M. Kerry peut dire au président « mettons fin à ces décrets présidentiels ». Il en a la possibilité. Mais le problème, c'est que les lois fédérales ont été adoptées par le Congrès américain. Et donc, M. Obama peut suspendre l'application de la loi fédérale, mais il ne peut pas l'abroger, cette loi fédérale. Et c'est là l'un des problèmes que rencontrent les négociateurs américains et iraniens. La question nucléaire représente l'une des grandes questions quand on parle de l'Iran. Mais il y a aussi une autre question importante, c'est-à-dire l'influence géopolitique de l'Iran. L'idée selon laquelle la révolution islamique iranienne devait être le point de départ de la politisation de l'islam. On peut voir par exemple ce qui se passe avec Daesh, etc. D'aucuns affirment que tout cela a été influencé par la révolution islamique. Et je n'ai pas besoin de l'expliquer. Mais dans l'islam, il y a plusieurs variétés, plusieurs écoles. Et les deux grandes branches de l'islam, c'est l'islam chiite et l'islam sunnite. 90%, plus de 90% de la population iranienne est chiite. Et donc, la révolution
iranienne avait pour but de créer un système de gouvernement chiite, un gouvernement chiite. Néanmoins, dans beaucoup d'autres pays, ce sont les sunnites qui sont au pouvoir, y compris l'Arabie saoudite, les États du Golfe et aussi, dans une certaine mesure, l'Irak de Saddam. L'idée était donc d'exporter la révolution islamique chiite à d'autres pays et le CGRI, le Conseil des gardiens, le corps des gardiens de la Révolution, devait être l'instrument qui aurait permis d'exporter cette conception. Et cela cette idée a maintenant de plus en plus d'influence au Moyen-Orient. En outre, l'Iran est passé par cette guerre extrêmement traumatique. Il s'agit là d'un moment extrêmement important qui permet de comprendre la politique intérieure et extérieure de l'Iran. Parce que lors de cette guerre, ou bien lorsque cette révolution islamique a eu lieu, on trouvait de multiples groupes en Irak qui souhaitaient gouverner le système. Mais lors de la guerre, l'ayatollah Khomeini, qui était le dirigeant de cette révolution islamique, a obtenu de plus en plus de pouvoir et il a permis en tout cas d'amoindrir le pouvoir des autres groupes. Et donc c'est là que l'Iran est devenu un État plus religieux et théologique que simplement un État pluripartite. L'Iran est donc devenu un pays islamique plus pur d'un certain point de vue, et c'est comme cela qu'il a cherché à exporter les idées révolutionnaires. Cette idée d'exportation est devenue de plus en plus importante du point de vue politique. De surcroît, les États-Unis ont joué un rôle non négligeable, ainsi qu'Israël, qui a joué un rôle non négligeable dans la politique extérieure de l'Iran. Depuis la révolution islamique, la relation entre les États-Unis et l'Iran est devenue si mauvaise que l'Iran a toujours craint que les États-Unis envahissent d'une certaine façon, l'Iran à un horizon plus ou moins proche. Pour l'Iran, l'Irak était vu un peu comme un État fantoche qui défendait les intérêts des États-Unis et Saddam était fortement soutenu par les Américains. Donc du point de vue de l'Iran, les États-Unis avaient le pouvoir leur permettant de réprimer la révolution iranienne et de faire revenir l'Iran au régime du Shah. L'influence géopolitique de l'Iran se retrouve dans de nombreux pays, mais surtout dans 5 grandes zones. Premièrement, le Liban. Le Liban a été normalement l'allié traditionnel de l'Iran par le truchement de la milice du Hezbollah. Le Hezbollah occupe maintenant le sud du Liban et c'est considéré comme la ligne de front de la lutte contre Israël. Comme on le sait, le Liban est une multitude de petits groupes ethniques, c'est donc un État fragile et le Hezbollah a réussi à s'arroger une part importante de l'influence politique. Vous vous souviendrez peut-être du bombardement de l'ambassade de Beyrouth en 1983 et il a été perpétré par le Hezbollah et c'est l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis ne cessent de dire que l'Iran ne cesse de sponsoriser
le terrorisme à cause de cette connexion du Hezbollah. En 2006, la guerre entre le Hezbollah et Israël, bon, bien sûr, le Hezbollah était soutenu par l'Iran, et surtout l'Iran a fourni des missiles au Hezbollah, et c'est des missiles qui étaient particulièrement efficaces. Il s'agit là du cas unique arabe par Israël. Donc bien sûr, les Libanais et beaucoup d'autres pays ont reconnu le fait que le Hezbollah avait une certaine puissance pour se lever contre la puissance militaire d'Israël. Néanmoins, de nos jours, les choses sont en train de se renverser à cause de la montée des groupes djihadistes en Syrie. En Syrie, il y a de nombreux groupes, y compris Daesh, qui se battent dans le cadre de la guerre civile. Il y a plus d'1 million de réfugiés qui sont partis de Syrie pour aller au Liban, mais en même temps, le Liban essaye de protéger ses frontières de la contagion du conflit syrien. Ce qui est donc intéressant maintenant, c'est que c'est non seulement le Hezbollah, mais le gouvernement libanais qui demande à l'Iran de l'aide dans la lutte contre les djihadistes. Et donc, l'Iran a une certaine position en tant que leader régional pour lutter contre Daesh et d'autres groupes et mouvements djihadistes. La Syrie maintenant. La Syrie est aussi une zone dans la sphère traditionnelle d'influence de l'Iran. L'Iran soutient le régime Assad depuis le début du conflit actuel par le biais de financement et de soutien militaire ainsi que par des approvisionnements en pétrole. La Syrie a aussi servi d'usine d'armement pour l'Iran. La plupart des... en tout cas, on pense que la plupart des missiles iraniens sont construits en tout ou partie en Syrie, ensuite exportés en Iran. Certains éléments démontrent aussi que la production de chars d'assaut ou d'armes lourdes a également lieu en Syrie. C'était donc une façon de contourner les sanctions imposées à l'Iran et aussi d'utiliser la Syrie comme autre source d'approvisionnement. Le Yémen est aussi un point brûlant actuellement. Vous le savez, le Yémen a été réintégré en 1990, mais il était auparavant séparé en 2 pays. Le nord dominé par les chiites, qui était plus riche que le sud dominé plutôt par les sunnites. Une zone d'ailleurs assez pauvre. Et il y a eu une guerre civile assez poursuivie, mais à l'heure actuelle, les groupes chiites, surtout ce que l'on appelle les Houthis, prennent de plus en plus d'ampleur et ont évincé le président et le premier ministre et occupent maintenant Sanaa, qui est la capitale yéménite. Et ces Houthis, qui sont dirigés par Hussein Badreddine al-Houthi, sont d'obédience chiite et l'on suppose que ce groupe est soutenu par l'Iran. Et d'ailleurs, notre panel d'experts a enquêté sur de nombreuses affaires d'engagement de l'Iran dans les groupes Houthis. Le Bahreïn, maintenant. Le Bahreïn ne représente pas encore une situation très chaotique. Néanmoins, le potentiel est là, à bien des égards. En effet, la majorité de la population est chiite, mais le groupe au pouvoir, y compris la famille royale, est sunnite. Et eux sont soutenus par d'autres États du Golfe, notamment l'Arabie saoudite.
arabe en 2011, il y a eu une insurrection contre la minorité sunnite du fait de la majorité chiite, pardon. Et ce sont les EAU et les troupes saoudiennes qui sont allées au Bahreïn pour mettre fin à ce mouvement. Néanmoins, la majorité des chiites essayent de continuer de s'impliquer dans ce mouvement politique. Et même s'il s'agit là d'un groupe chiite, la plupart de la population qui vient à l'origine d'Irak. Et donc, l'influence iranienne reste limitée. Néanmoins, c'est un groupe chiite. Et donc, l'Iran apporte un certain soutien à ce groupe chiite et l'on soupçonne que la plupart des explosifs et des armes proviennent d'Iran. Et enfin, l'Irak. Il y a une longue histoire d'animosité entre l'Iran et l'Irak. Ça a été le grand ennemi iranien pendant le régime de Saddam Hussein, mais la guerre d'Irak de 2003 et ensuite les perturbations qui s'en suivirent ont mis au pouvoir un gouvernement chiite, et Nouri al-Maliki, et le gouvernement abadi actuel. Et là, on trouve un lien très fort avec l'Iran. Et puis, il y a l'émergence de Daesh, qui brouille encore la donne et qui révèle toutes les faiblesses de l'Irak, qui est incapable de se défendre soi-même. Même si le Premier ministre Abadi demande à l'Iran son aide et son soutien dans la lutte contre Daesh. Cela devient maintenant une grande question en Irak. Et à l'heure actuelle, il y a des combats à Tikrit, mais cette opération à Tikrit est menée par la force Quds du CGRI, qui est un corps expéditionnaire iranien qui mène des opérations à l'extérieur d'Iran. Et le commandant de la force Quds s'appelle Qasem Soleimani. Et le général Soleimani est maintenant vu comme une figure quasiment divine, comme le sauveur de l'Irak. Bien sûr, certaines milices chiites disent qu'il faut ériger une statue à M. Soleimani à Bagdad. Et cela montre vraiment toute l'importance de l'Iran dans la lutte contre Daesh. Et en fait, depuis la participation de la force Quds dans des positions de commandement, ça n'est pas vraiment une force de combat, c'est plutôt une force de commandement qui dirige les forces irakiennes et les Peshmerga, qui sont les forces kurdes, ainsi que les milices chiites d'Irak. Eh bien, 5 ou 6 villes ont pu être reprises et maintenant, cette alliance, cette coalition avance sur Tikrit pour évincer les forces de Daesh. Il y a donc eu une certaine réussite à cette influence iranienne en Irak et cette influence augmente très fortement. Après le printemps arabe, l'Iran est devenu l'acteur central au Moyen-Orient et par ce réseau religieux, l'Iran a pu étendre son influence. Par conséquent, l'Iran a réussi à exporter ses idées révolutionnaires et à s'impliquer dans de nombreux conflits. La lutte contre l'État islamique justifie l'expansion de l'influence iranienne. Et là, c'est un renversement à 180 degrés. Auparavant, l'Iran était considéré comme un État sponsor du terroriste et les mouvements djihadistes. Du point de vue de l'ONU, l'exportation d'armes est interdite. Et donc, ce que fait l'Iran dans toutes ces zones est considéré comme une infraction aux résolutions de l'ONU. Néanmoins, du fait de la situation actuelle, la priorité reste le combat contre Daesh et les djihadistes.
Et donc, la plupart des pays du Conseil de sécurité préfèrent détourner le regard. Et maintenant, je vais parler des négociations actuelles. Depuis que M. Rouhani a été élu président en 2013, l'attitude de l'Iran a changé de façon significative. Le processus P5+1 a commencé en 2006, mais pendant la période Ahmadinejad, il n'y a pas eu de progrès. C'est néanmoins l'impact des sanctions qui a ramené l'Iran à la table des négociations, et surtout les sanctions financières imposées par l'UE et les États-Unis. Tout cela fragilise extrêmement fortement l'économie iranienne et donc il est difficile pour l'Iran de se sortir de ces difficultés économiques actuelles. Et le dirigeant suprême, l'ayatollah Khamenei, qui est considéré comme vraiment un anti-négociation très dur, même lui en est venu à soutenir les négociations de M. Rouhani et de M. Zarif. Par conséquent, en 2013, en novembre, on a lancé un accord transitoire, le JPOA, le plan d'action conjoint. Et selon ce plan d'action conjoint, on traite de nombreuses questions, mais en tout cas, les parties se sont mises d'accord pour arrêter de mener de nouvelles activités difficiles, donc en se mettant d'accord pour geler la situation du côté iranien. Eh bien, les avoirs qui étaient gelés ont maintenant été transférés vers l'Iran. Et on considère que ce plan d'action conjoint est la première réussite de ces négociations, mais depuis ce plan d'action, les négociations continuent, ce qui est le cas aujourd'hui même. Néanmoins, il reste certaines problématiques polémiques. L'une d'elles est la période de nucléarisation. Avec les capacités actuelles, combien de temps cela prendra-t-il à l'Iran pour pouvoir produire les matières nucléaires nécessaires à une bombe? Les États-Unis souhaitaient que cette période soit supérieure à 1 an. C'est une discussion assez étrange. Une bombe atomique peut être détruite ou détectée ou en tout cas interceptée. La question est de savoir combien de bombes l'Iran peut-il produire. Et le problème, ce n'est pas cette possibilité de produire des bombes, mais plutôt la capacité d'accumuler assez de matériaux de façon clandestine. Et donc, les États-Unis exigent que les négociations durent plus longtemps, mais ça n'est pas très efficace. L'autre point contentieux est la levée des sanctions. C'est facile d'imposer des sanctions parce qu'il existe de nombreux instruments juridiques aux États-Unis, en Europe et aux Nations Unies. Et pour lever les sanctions, le fait de lever toutes les sanctions en même temps est quasi impossible. Et donc, pour convaincre l'Iran qu'il faut un certain calendrier, une certaine méthode pour la levée des sanctions, eh bien, c'est assez difficile. Comme vous le savez, le Congrès américain, surtout les républicains, sont très fortement opposés aux négociations nucléaires. Peut-être pas à cause d'une opposition à l'Iran, mais plutôt une opposition à M. Obama. C'est une façon d'embarrasser Obama. En fait, les républicains s'opposent à tout ce que fait M. Obama.
Néanmoins, les sanctions de l'ONU, de l'UE ou des États-Unis incluent un embargo sur les armes. Et c'est ça la question difficile qu'on ne peut résoudre. D'un côté, l'embargo contre les armes en direction d'Iran est considéré comme une bonne chose parce que, bon, en tout cas, l'Iran peut fournir des armes pour combattre Daesh, mais l'expansion de l'influence iranienne dans la région, comme avec le Hezbollah ou comme au Yémen, n'est pas considérée comme une bonne chose. Et il faut réussir à concilier ces deux points de vue dans la question de l'embargo sur les armes. Pour l'instant, on n'a pas encore apporté de réponse à cela. En outre, il y a un énorme casse-tête, surtout du point de vue des sanctions de l'ONU. Les sanctions onusiennes interdisent tout retraitement de l'eau lourde et toute activité d'enrichissement. Donc, aucun d'enrichissement pour l'Iran. C'est ce que disent les sanctions de l'ONU. Néanmoins, l'accord actuel, y compris l'accord conjoint, permet un certain enrichissement à faible niveau de l'uranium. Cela veut dire que cela va à l'encontre de la résolution de l'ONU. En soi, cet accord est une infraction. Donc, comment transiger, comment résoudre cet écart entre les résultats des négociations et les sanctions de l'ONU? Et cette réponse est techniquement très difficile à apporter parce que si, par exemple, on permet à l'Iran d'avoir 4000 centrifugeuses, de combien de pièces, combien de vannes, combien de transmetteurs, de convertisseurs de fréquences pourront être exportés vers l'Iran? Ça, on ne sait pas qui pourra décider. Là encore, ça reste un point de contentieux. Et enfin, la question de la prolifération. L'Iran est un pays seuil. Il peut devenir un pays nucléarisé militairement ou rester un pays non nucléaire au titre du TNP. Et là, si jamais les négociations échouent, le régime du TNP va s'effondrer. C'est là le gros problème. S'il réussit, si les négociations réussissent, le TNP va survivre. Et donc, la question iranienne sera très importante du point de vue politique dans la renégociation du traité de non-prolifération. Mais en même temps, il faut aussi tenir compte des ambitions régionales de l'Iran. Même sans la puissance nucléaire, l'Iran a des ambitions régionales. Et l'émergence des djihadistes a complètement changé le rôle que joue l'Iran. Et puis, il y a la dynamique mouvante de la... C'est évident. On entend de moins en moins parler de ce que font les États du Golfe, y compris l'Arabie saoudite. Et c'est en partie lié à la baisse de la demande en pétrole du fait de l'augmentation du pétrole de schiste. Et donc la dépendance au pétrole du Moyen-Orient, et cette moindre dépendance, change la donne dans la région. S'il y avait une guerre civile, auparavant en tout cas, s'il y avait une guerre civile en Arabie saoudite menée par un groupe genre Daesh, eh bien cela aurait entraîné une panique dans les rues où les gens seraient rués sur les stations-service pour faire le plein. Mais bon, maintenant, tout le monde s'en moque. On voit même que les prix de l'essence et les prix du pétrole baissent. Le marché et la société prêtent moins attention à ces pays qui, auparavant, avaient le pouvoir parce que c'était des puissances productrices de pétrole. Ce qui est peut-être le plus important, c'est que cette région est très divisée religieusement parlant. Et cela complique la donne géopolitique. Surtout, hier,
M. Kerry a annoncé qu'il fallait parler avec le régime d'Assad. Et immédiatement, le département d'État l'a nié. Mais l'idée était que même les États-Unis commencent à penser qu'Assad peut être un ami. C'est assez délicat parce qu'il y a 2 ans, les États-Unis allaient mener des bombardements sur la Syrie d'Assad. Donc, qui est un ami, qui est un ennemi, c'est très compliqué au Moyen-Orient et c'est très difficile à discerner. On a du mal à voir qui est son allié, qui est son ami. Et l'Iran semble devenir, en tout cas, une sorte de partenaire stable dans le combat contre Daesh. Et puis, au-delà de tout cela, le rôle d'Israël là-dedans, lui, est extrêmement compliqué parce qu'il y aura des élections législatives demain en Israël. Je ne sais pas ce qu'en sera le résultat, d'ailleurs personne ne le sait. Mais selon toute probabilité, Monsieur Netanyahou, enfin le parti de Monsieur Netanyahou ne sera pas reconduit, en tout cas ne sera pas le parti le plus important dans la Knesset. Ce qui veut dire qu'il se peut fort bien qu'il ne soit pas reconduit dans son poste de Premier ministre. Alors, ce qui va se passer dans la politique israélienne est incertain. Il faut savoir que la politique israélienne a une incidence importante sur tout le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Vous savez que ce mois-ci, M. Netanyahou s'est rendu aux États-Unis et a prononcé un discours très éloquent pour ne rien dire. Enfin, je ne sais pas si c'est ainsi qu'il faut le dire, mais enfin, essentiellement, il attendait des États-Unis que ceux-ci revoient, révisent leur position de négociation. Mais enfin, pour autant, M. Netanyahou n'a pas apporté grand-chose d'original. Pour autant, son discours était d'une parfaite élégance, mais il faut bien voir que le discours de M. Netanyahou n'a pas eu d'incidence sur la position de négociation des États-Unis. Donc, si M. Netanyahou demain n'est plus Premier ministre, on ne sait pas qui constituera le prochain gouvernement israélien et quelle sera sa position par rapport à l'Iran. Donc là, voilà qui ajoute en quelque sorte à l'incertitude. Et puis, enfin, à l'issue du fameux printemps arabe, la région tout entière s'est retrouvée sous l'influence donc de ces mouvements révolutionnaires. Par cela, je veux dire qu'on trouve de l'instabilité un peu partout, et alors notamment au Yémen. Il est évident que la Syrie et d'autres pays sont particulièrement qu'on puisse dire, mais enfin tout récemment, c'est le Yémen qui s'enflamme et qui devient un pays extrêmement instable. Alors, ce qui est certain, c'est que l'Occident perd de l'influence dans cette région. Pas simplement derrière l'Occident, hein, la Russie se retrouve dans une situation compromise. Disons que par rapport à tout cela, il est assez difficile de voir émerger une donne claire pour la région. Pendant la période de la guerre froide, c'était assez facile finalement de voir ce qu'il en était. Hein. On voyait si les pays étaient pro-américains ou pro-russes, enfin pro-soviétiques, et l'équilibre des forces était tout tracé. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout si clair. On a beaucoup de mal à voir qui est de quel côté. Et surtout, par rapport aux différents mouvements, aux différents régimes, savoir qui se positionne comment. Alors, moi-même, évidemment, je ne suis pas en mesure d'apporter des réponses à toutes ces questions, mais ce que j'espère, c'est qu'à travers cette brève communication, j'ai pu vous donner une certaine voie de réflexion sur ce qui se passe dans la région, et j'espère que cette intervention pourra trouver sa place dans ce cycle de conférences. Merci.